Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Sacha Herpin, qui est plus connu sur Internet sous le pseudo de Sacha Yoga. Le yoga, il le pratique et il l'enseigne à une large communauté via les formations qu'il propose, mais également via les contenus qu'il publie sur les réseaux sociaux. Sacha Yoga est présent sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Sacha décrit sa pratique comme un mélange de tradition et de modernisme, et ce qu'il souhaite, c'est mener un maximum de personnes sur le chemin du yoga. Il a d'ailleurs publié un livre, Mon guide de yoga à la maison, sans posture de yoga et exercices de respiration pour se tonifier, gérer son stress et entretenir sa santé physique et mentale. Salut Sacha. Salut Alex et merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est vraiment un honneur de te recevoir ce matin pour discuter de ton travail, de ton parcours et voilà, de ta philosophie en lien avec le mouvement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me dire si tu étais un livre, quel livre tu serais? Ouais, alors au niveau du livre, je dirais le livre 10X, donc 10X en français, je dirais. C'est un livre qui a été écrit par un entrepreneur américain. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il invite en fait à, lorsqu'on a un objectif dans la vie, peu importe l'objectif qu'on peut avoir, c'est au lieu de rester sur l'objectif qu'on a, essayer de se fixer un objectif qui est 10 fois plus élevé que l'objectif qu'on recherche, tout simplement parce qu'en se fixant un objectif 10 fois plus grand, bah, il y a plus de chances qu'on arrive à l'objectif qu'on cherche à atteindre au final. Et je trouve du coup cette philosophie assez intéressante pour vraiment sortir de sa zone de confort et se pousser à aller chercher des choses plus loin dans la vie, parce que je suis assez convaincu que c'est en élargissant sa zone de confort qu'on peut découvrir de nouvelles choses et plus profiter des expériences que la vie peut amener. Si tu étais un film, Si j'étais un film, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de réponse à cette question. C'est un petit peu difficile pour moi de m'identifier à un film. Il y a des films que j'aime bien pour différents types de raisons, mais c'est difficile pour moi de m'identifier à un film. Joker. ok, si tu étais une époque, Alors, au niveau de l'époque, je dirais notre époque actuelle, contemporaine, simplement parce que je trouve que très souvent des gens disent ah, j'aimerais bien aller dans dans le passé ou à certains moments historiques, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'on a, j'ai envie de dire, des conditions de vie qu'on peut avoir actuellement, en tout cas en Occident. Et je pense que on a beaucoup de chance à partir du moment où on peut avoir un toit à manger aujourd'hui, donc je me verrais pas trop repartir dans quelque chose qui s'est passé par le passé, justement. c'est très drôle parce que la plupart des invités me font cette réponse, tu vois. Donc je sais C'est pas s'il y a un vrai, trop lien aussi drôle. parce que ouais, parce qu'on est aussi dans une même forme de dynamique, de pensée, etc. Mais ouais, je crois que sur ce podcast, il y a plus de gens qui m'ont répondu maintenant que de gens qui m'ont parlé d'une époque Bah, passée. tant mieux, c'est qu'on préfère être, on est au bon endroit, entre guillemets, tant mieux. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu étais une devise, Alors, il y a une citation que j'aime bien qui dit que, en fait, si tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, bah, t'as raison. Et si tu crois que tu es capable de faire quelque chose, tu as également raison. Et j'aime bien cette philosophie, cette philosophie de vie plutôt, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où je vois des gens des fois me dire, ah non, mais Sacha, je suis pas capable. Par exemple, dans le cas d'une posture de yoga qui pourrait être un petit peu avancée, et oui, tu as raison, t'es pas capable. Parce que si tu crois déjà que tu peux pas y arriver, c'est sûr que ce soit dans tes actions, dans ta psychologie, etc., tu pourras pas le faire. Alors que si tu crois que tu peux y arriver, fondamentalement, tu pourras y arriver. Ça peut prendre du temps comme ça peut être plus rapide, mais tu vas agir différemment parce que ta psychologie derrière est différente. Et j'aime bien cette devise. enfin, si tu étais une créature légendaire, J'aime bien l'image du phénix parce que je suis passé par une vie complètement différente avant de découvrir le yoga et j'ai un petit peu euh, ouais, fait une deuxième naissance à travers mes découvertes du yoga. Donc, je penserais que je pourrais m'associer au phénix.
Bah, justement, ça nous fait une super transition avec ma première question. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le yoga, comment ça s'est fait et comment t'en es venu à te former? Ouais, alors très simple, j'étais militaire avant. Lors de mon activité précédente, j'ai eu une grosse blessure qui m'a ramené une paralysie au niveau de la main. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin au moment où j'ai retrouvé ma main et que j'ai commencé à pouvoir refaire un petit peu d'activité physique, ça, c'était au bout de 8 mois, dans la salle de sport où j'ai commencé à refaire du sport, j'ai découvert par hasard qu'il y avait des cours de yoga et je me suis dit, ça fait des années que je m'entraîne un peu violemment avec mon corps, peut-être que du yoga, j'avais un peu le cliché que c'était un petit peu du stretching pour les vieux, et je me suis dit, ça va peut-être me faire un petit peu de bien de m'étirer, et j'y suis allé comme ça, en fait, c'était vraiment ma première découverte, et mon premier cours a changé vraiment ma vie parce que pour la première fois, j'ai senti que je pouvais ramener du mouvement, mais tout en faisant du bien à mon corps et en accordant mon corps avec mon esprit et ma respiration, et pas créer une opposition et une lutte entre le corps et le mental, le corps qui est fatigué, le mental qui dit allez, on y va. Et pour la première fois, j'ai pu avoir une vraie symbiose entre tout ça, et ça m'a fait tellement de bien que j'ai décidé de m'y consacrer, enfin d'y passer ma vie quoi, à partir de ce premier cours en fait. Hmm. Toi qui avais des préjugés justement en arrivant, est-ce que tes préjugés, tu les as tout de suite cassés quand tu as vu ton premier cours, tu t'es dit en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais, ou est-ce que ça a pris du temps? Ouais, non, c'est parti du premier cours parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le yoga, à l'opposition de, par exemple, je sais pas, un sport classique, entre guillemets, je sais pas, du tennis, où il y a une seule manière de faire du tennis, en gros, eh bien, au yoga, il y a plein de manières d'aborder le yoga, plein de manières d'approcher le yoga. Et je suis tombé par hasard dans un cours où ça a quand même bougé bien. C'était un cours de yoga qui était dynamique et ça m'a directement plu, ça a enlevé les clichés. Or, si j'étais tombé dans un cours dans des formes de yoga qui sont beaucoup plus penchées sur des théories assez spirituelles, etc., qui ne me parlent pas forcément, j'aurais sûrement jamais continué le yoga parce que ça serait pas, j'aurais pas du tout brisé les clichés que j'avais pu avoir à ce moment-là. Mm. Ouais, justement, je voulais t'en parler un petit peu plus tard de la dimension spirituelle, mais puisque tu abordes ça maintenant, on va en parler maintenant. C'est vrai que le yoga, il y en a plein de formes différentes. On a quand même cette vision aussi un petit peu traditionnelle du yoga qui est beaucoup liée à la spiritualité. Est-ce que, comment dire, est-ce que notre culture occidentale ne s'est pas imprégnée du yoga au point d'en faire son propre yoga? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'existe pas autant de yoga différents que de cultures différentes? Ouais, alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, je dirais que la première chose à prendre en compte, c'est de se dire, OK, si le yoga, alors je vais pas parler pour tout le monde parce que ça serait très compliqué et j'estime que moi, j'enseigne d'une manière assez différente de ce que je retrouve beaucoup, que ce soit sur Internet ou globalement en francophonie. Mais si je parle de ce que moi, je pratique sur moi et de ce que j'amène à mes élèves, et je dirais que déjà, il faut déjà partir du point de base de est-ce que c'est une mauvaise chose que ce soit différent de comment ça a été créé à l'époque, des millénaires, ou est-ce que c'est une bonne chose que ce soit différent, ou est-ce que simplement c'est quelque chose de neutre? Histoire entre guillemets, on puisse mettre le plus de gens d'accord, j'ai envie de dire que c'est neutre, il peut y avoir des points positifs, des points négatifs au fait que ça soit différent, mais moi, dans ce que moi je recherche, c'est-à-dire avoir le corps le plus en forme possible, avec un mental dans lequel je me sens bien, sans faire du mal à mon corps, pour moi, le meilleur outil pour ça, c'est le yoga. Et le yoga tel qu'il est enseigné de manière traditionnelle et tel qu'il est encore majoritairement enseigné même en francophonie, puisque les gens se forment sur du yoga traditionnel et en gros, c'est un peu modifié, mais ça reste quand même beaucoup du yoga assez traditionnel. Le truc, c'est que les gens, il y a plusieurs milliers d'années, le yoga a été créé pour des hommes très minces qui n'avaient rien à faire à part faire du yoga et c'est tout. Et aujourd'hui, bah, moi, quand j'enseigne le yoga, j'enseigne à des gens qui ont un train de vie où ils passent toute leur journée assis derrière leur bureau, qui ont des sources de stress différentes, qui, pour des hommes, mais aussi beaucoup pour des femmes, chose qui n'était pas prise en compte dans le yoga traditionnel. Donc pour moi, quand on a en tout cas la recherche de ce que moi j'amène, se sentir bien dans son corps et sa tête, c'est entre guillemets un peu stupide de faire du yoga de manière traditionnelle, puisque on n'a pas du tout à la fois le même corps, le même mode de vie qu'à l'époque. Donc à l'inverse, moi je vais plutôt me pencher sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quels sont les besoins des gens, et à partir de ça, je vais adapter. Et ce qui concerne l'aspect spirituel, je dirais que
c'est une question qui peut revenir souvent, qu'on me pose, que ce soit pendant des formations, des interviews, peu importe. Mais pour moi, par rapport à la spiritualité, j'ai souvent un peu rejeté ce mot parce que pour moi, ça veut tout et rien dire, la spiritualité. Chacun peut avoir sa propre définition. Et de par ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui prétendent enseigner une forme de spiritualité ou autre, dans le sens où, pour moi, je sais pas, peut y avoir des prophètes dans des religions qui enseignent une forme de spiritualité. Mais pour moi, ça va avoir enfin, un ego assez fort de dire que se prétendre enseigner une forme de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, ça peut soit être ta, j'ai envie de dire, ta foi ou une forme de religion, tout comme ça peut être, pour moi, juste être en contact avec, je sais pas, la beauté de la nature, avec ce qui peut t'entourer, la vie globalement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus quelque chose qu'on peut vivre plutôt que quelque chose qui s'enseigne. Et c'est pour ça que pour moi, vu que c'est quelque chose d'assez personnel pour chacun, c'est quelque chose que j'aborde pas forcément, puisque chacun a sa propre définition, quoi. Sans parler de dimension spirituelle, en fait, là où moi j'avais envie de t'amener, c'était plus sur la dimension sacrée du mouvement. C'est vrai que moi j'ai la sensation aussi que le fait que ça se démocratise énormément, ce qui est une bonne chose, ça peut aussi avoir son côté négatif, à savoir que du coup, n'importe qui peut se saisir de la pratique, et on l'a vu parce que ces dernières années, le yoga a vraiment explosé. Je pense que tu t'en es plus conscient que moi, mais ouais, depuis, je sais pas, peut-être 4 5 ans, peut-être un peu plus, enfin voilà, il y a des pratiques de yoga un petit peu partout. Et du coup, tout le monde le fait un petit peu à sa sauce et ça devient un peu comme, Mhm. bah voilà, un peu comme d'autres pratiques physiques où c'est complètement dévoyé de ce que ça pourrait être au départ. Donc, comment est-ce que, sans parler de spiritualité, comment est-ce qu'on peut faire pour conserver ce côté sacré dans la pratique, dans le rapport au corps, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce côté, Mhm. voilà, je mets mon corps en mouvement, il y a quelque chose d'important. C'est pas juste, je fais comme je mange mes 5 fruits et légumes par jour, Mhm. je fais mon activité, tu vois, je pense qu'il y a autre chose Ouais. de plus que ça, quoi. Ouais, alors bah c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi qui est arrivé, comme par exemple, on voit surtout ça vient à chaque fois des pays anglophones, il y a du beer ou du wine yoga, donc du yoga avec de la bière, où les gens boivent du vin ou des trucs comme ça. Tout ça, c'est simplement un aspect marketing qui est rajouté au yoga pour pousser les gens à venir, parce que le yoga, c'est à la mode, et si on leur dit qu'ils vont pouvoir boire un coup en même temps, ben, top, on y va, quoi. Euh, alors, ça a plein de côtés néfastes. Maintenant, j'avais tendance à trouver ça vraiment négatif avant. Et alors, j'ai toujours un point de vue négatif là-dessus. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver, par exemple, dans un cours où ils vont boire une bière et faire du yoga, mais peut-être ils vont faire du yoga et juste faire quelques postures, ça va leur faire du bien. Et du coup, ils vont peut-être derrière se pencher vraiment sur qu'est-ce que le yoga, ça peut leur apporter. Donc, ça peut faire d'autres portes d'entrée. Le fait que ça se démocratise, au lieu de juste cracher dessus, moi, je me dis que c'est finalement une bonne chose. Après, chacun fait son chemin. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est que le yoga, ça appartient à personne. C'est une philosophie en soi, mais on peut prendre ce qui nous plaît dedans et on n'est pas obligé de tout prendre. C'est pas une religion. Et de par le fait que ça peut, même si des gens n'ont rien à faire de l'aspect sacré par rapport à leur corps ou je ne sais quoi, fondamentalement, à partir du moment où ça leur fait du bien et ça leur permet de mieux vivre, pour moi, c'est pas spécialement un problème dans le sens où ça apporte du positif et certaines personnes iront chercher plus loin derrière et tant mieux. Et ceux qui vont pas chercher plus loin, bah, tant pis. Mais voilà, moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça se démocratise. Après, malheureusement, pour moi, là où il peut y avoir un problème, c'est que bah, certaines personnes, par exemple, peuvent, avec les réseaux sociaux, devenir très connues, enseigner quelque chose qui est très mauvais et bah derrière, il faut attendre qu'il y ait plein de gens qui se rendent compte que c'est pourri ou qui se fassent mal et qu'il y ait beaucoup de témoignages pour que derrière, bah, en fait, c'est plus les gens qui vont être un peu victimes de ça. Pour moi, c'est un peu plus là le souci qu'il pourrait y avoir. Mais au-delà de ça, même dans des formes plus antiques de yoga, il y a plein de formes où c'était pas adapté, les gens se faisaient mal aussi et autres. Donc, bon, pour moi, voilà. Tu as parlé tout à l'heure du yoga traditionnel et tu m'as appris quelque chose. Tu as dit que c'était plus une affaire d'hommes. Je suis très étonné parce que c'est vrai que Ouais. dans les clichés qu'on a aujourd'hui, et tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est les femmes qui font du yoga parce que quand elles veulent faire une Mm, activité physique, elles recherchent quelque chose de doux. Alors que les hommes qui mm, vont vers le yoga, le gros cliché, c'est bah voilà, le mec qui s'est blessé à la muscu ou au CrossFit mm, et mm. qui du coup cherche à se reprendre en main, Ouais. en se rend compte que la mobilité c'est important, etc. C'est vraiment le gros cliché. Toi, ce que tu étais en train de nous dire, c'est que dans le yoga traditionnel, c'était pas du tout comme ça? Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que globalement, l'image du yoga qu'on a en francophonie globalement, c'est sûr qu'il y a peut-être 80, 90%, c'est des pratiquantes, c'est des femmes. Il y a très peu d'hommes au pourcentage.
dès qu'on part, même dans le monde occidental, mais sur quelque chose de plus anglo-saxon, que ce soit américain, anglais, il y a beaucoup plus d'hommes. C'est presque du 50-50. Donc déjà, les rapports sont pas pareils en fonction des pays, même en Europe ou autre. Maintenant, au-delà de ça, oui, traditionnellement, le yoga, c'était juste fait par les hommes et pratiqué pour des hommes et pensé pour des hommes. Et du coup, bah, rien que les postures n'étaient pas adaptées morphologiquement à quelque chose de très simple que tout le monde va pouvoir comprendre. Généralement, 99% des cas, les femmes ont des hanches plus larges que les hommes pour que, par exemple, le bébé simplement puisse arriver quand elles accouchent. C'est juste de l'anatomie, c'est juste de la morphologie. Eh bien, dans le yoga, tel qu'il est pensé traditionnellement, bah, en fait, ils prennent pas en compte, par exemple, ça, et du coup, dans pas mal de postures, bah, les femmes, ça va pas forcément être agréable au niveau des hanches ou autre. C'est un exemple très simple, mais histoire de comprendre que oui, à la base, c'était fait que par les hommes. Et oui, quand ça a été démocratisé, vu qu'avec, il y avait tout l'aspect marketing aussi des vêtements, des machins, etc., de yoga, et ça attire généralement une population un peu plus féminine, ce marketing-là. Donc, voilà. Mais oui, traditionnellement, non, c'était fait par des hommes, pour des hommes, et c'est tout. Et est-ce que du coup, il y a eu des changements dans ces postures? Est-ce qu'elles ont été adaptées pour un public féminin? Ou est-ce qu'on a juste transposé ce qui nous plaisait dans la culture, dans la culture du yoga, et du coup, on en a fait un outil marketing pour aller séduire une population féminine? Ouais, bah, c'est la deuxième option. Non, rien n'a été adapté puisque de toute façon, ça appartient entre guillemets à personne. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui, à la base, une entreprise détenait le yoga, comme par exemple une entreprise détient le CrossFit et ils peuvent dire, bon, bah, maintenant, nos standards, ils changent. Le yoga, c'est pas comme ça. Et du coup, bah, ce qui était fait avant, beaucoup de gens continuent à faire pareil, n'ont pas les connaissances. Beaucoup de professeurs ne prennent pas la peine de prendre le temps d'en apprendre plus sur l'anatomie, etc. Donc non, ça n'a pas été adapté. Et c'est aussi pour ça que bah, moi, j'ai derrière mis en place ma propre manière d'enseigner, ma propre méthode pour que ça s'adapte aux besoins des gens actuels. Et, euh, et le yoga traditionnel en soi ne s'adapte pas, quoi. Mm. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu commences le yoga, tu te rends compte que ça te plaît. À quel moment est-ce que tu décides de l'enseigner? Bah, en fait, c'était assez simple, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai tellement aimé, je me suis dit à la fin de mon premier cours, je vais en faire toute ma vie. Et vu que je devais repartir à la base à l'armée, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là-bas, je pourrais plus suivre de cours. Et la seule manière que j'ai trouvée pour pouvoir continuer à en faire par moi-même, c'était bah, de suivre une formation pour être prof de yoga, mais sans aucune prétention de vouloir l'enseigner, juste pour moi, comprendre comment je pouvais faire pour en faire tout seul après, en fait. Donc, 4 mois après avoir débuté le yoga, j'ai suivi ma première formation pour devenir prof. Et donc, en toute détente, puisque je n'étais pas du tout stressé de est-ce que je vais savoir bien faire un cours ou quoi, c'était juste pour moi le faire derrière. Et j'ai tellement aimé partager ça que bah, en fait, j'ai décidé après de l'enseigner à plein temps et après, bah, ça s'est enchaîné directement, quoi. Oui, parce que du coup, tu n'es jamais retourné à l'armée derrière? Non, parce que pour plusieurs raisons, mais une des raisons majeures, c'est que bah, de par la blessure que j'avais eue, j'aurais jamais pu, parce que j'avais des objectifs assez élevés en termes de d'unité un peu spéciale, secrète, etc. Je ne pouvais plus y aller à cause de la blessure que j'avais eue. Donc moi, ça m'intéressait pas vraiment de faire des choses autres dedans. Et bah donc d'un accord commun, on va dire, j'ai arrêté mon contrat et voilà. Mm. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit que pour pouvoir continuer le yoga, il a fallu que tu te formes pour être prof parce que du coup, c'était la seule manière que tu avais de pratiquer. Est-ce que ça veut dire Mm. quelque part que les cours tels qu'on les enseigne aujourd'hui, si on est un pratiquant lambda, ne nous permettent pas d'être autonomes? Alors autonome, ça c'est sûr que non, parce que comme dans n'importe quel, enfin non, pas n'importe quel type, mais comme dans beaucoup de choses, je sais pas si tu as envie de faire du karaté, bah tu as besoin d'aller dans des cours. Si t'es pas prof de karaté, tu peux pas savoir par toi-même ce qu'il va falloir faire. Maintenant, quand moi j'ai débuté, euh, au début, bah, dans tout ce que je cherchais un petit peu s'il y avait des trucs sur Internet et tout ça, ça me plaisait pas forcément. J'ai pas eu le réflexe au début de chercher forcément en anglais. Ce qu'il y avait en français, j'aimais pas. Et j'ai pas plus poussé que ça l'aspect Internet. Et vu que moi, là où j'étais à l'armée, j'avais pas la possibilité de pouvoir aller suivre des cours ailleurs, en fait, eh bien, c'était plus pour ça. Mais en soi, quelqu'un qui veut faire qui veut juste faire des cours de yoga, techniquement, il y a plein d'endroits où il peut aller en faire. Et moi, j'avais une situation un petit peu plus spécifique, disons. Ouais, 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 ok, je comprends. Parce que, en fait, je te posais la question parce que c'est aussi effectivement quelque chose que je vois. Alors,
D'une certaine façon, parce que le public qui fréquente les cours collectifs, alors en yoga, je sais pas parce que j'en fais pas et j'en enseigne pas, mais je peux le voir dans les cours de fitness ou moi je pratique l'animal flow, je crois que tu en fais un petit peu aussi, et j'enseigne Ouais, j'ai l'équitation, suivi une je le vois. certification. Ouais. Et en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas cette envie d'être autonome, ça c'est une première chose. Mais pour Mm. les personnes qui en ont envie, je me demande si les cours aussi tels qu'on les fait sont vraiment adaptés pour qu'elles puissent se saisir des outils, pour qu'elles puissent mettre en pratique ce qu'elles apprennent en cours, etc. C'est aussi une réflexion que j'ai, tu vois. Enfin, selon moi, en tout cas, c'est deux objectifs différents. C'est pas adapté pour que ça soit, en fait, pour moi, si tu veux enseigner aux autres ou enseigner à toi-même, dans tous les cas, ça demande une forme d'enseignement, ça demande de comprendre comment ça se passe derrière. Et quand tu vas suivre des cours, bah, tu vas suivre des cours pour, parce que ça te fait du bien ou parce que tu as envie de progresser, mais c'est différent de toi-même enseigner. Tu vois, par exemple, je vais te prendre deux cas différents. J'ai pu avoir des gens qu'on formait à devenir prof de yoga et qui avaient des niveaux qui étaient déjà très bien avancés dans leur pratique personnelle, mais sur un enseignement de base, ils galéraient énormément parce que c'est deux choses différentes d'enseigner et de pratiquer et à quelque chose d'opposé aussi. J'ai déjà euh, donné, enfin, j'ai déjà suivi des élèves qui, lorsque moi, par exemple, j'étais prof de yoga depuis 1 an et demi et j'avais des profs qui me contactaient, qui étaient profs depuis déjà 10 ou 15 ans et qui avaient envie que je les aide à progresser. Donc au début, pour moi, je me suis dit, voilà, mais c'est bizarre, ils sont plus expérimentés que moi. En fait, non, ça pouvait être des... Alors, je sais pas, parce que j'ai pas suivi leur cours, ça pouvait être des bons profs par rapport à leur public, mais dans leur pratique personnelle, pour évoluer, c'est encore quelque chose d'autre. Et c'est pour moi deux sujets différents, ta progression à toi et l'enseignement. Et l'autonomie, ça passe par, entre guillemets, l'enseignement à toi-même. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement. Est-ce que depuis le temps où tu as commencé à pratiquer, est-ce que tu as vu des transformations dans la pratique générale du yoga? Est-ce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui, qui ne se faisaient pas il y a encore quelques années? On a parlé des dérives tout à l'heure, mais outre les dérives, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont changé dans la manière de pratiquer le yoga? Euh, alors, donc moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé maintenant. Dans ce que j'ai pu voir, je découvre des trucs au fur et à mesure, mais qui sont pas forcément ultra récents. C'est juste que moi, je les découvre sur le moment, mais ça peut être là depuis un moment. Après, j'ai pas spécialement vu euh, d'évolution, je dirais qu'il y a peut-être certaines choses qui se sont amplifiées, c'est-à-dire que bah, les conneries, c'est encore pire, ça va encore plus profond dans la connerie. Euh, et euh, de part aussi les, de part aussi ce qu'on peut trouver, que ce soit sur les réseaux ou ce genre de choses, parfois les gens aussi ont croient de manière un peu faussée. Par exemple, des fois, on peut voir je sais pas, une pub, euh, inscris-toi à ça et en 7 jours, tu vas faire le grand écart. Et du coup, bah, le truc, c'est qu'il y a des gens qui croient ça maintenant et quand on leur dit, bah non, si tu veux évoluer, peut-être il va falloir 6 mois, 12 mois et autres, ils comprennent pas trop. Alors que, si tu veux, dans n'importe quel type de sport, je sais pas, je vais reprendre l'exemple du tennis, logiquement, bah, même sur 1 an de tennis, si tu démarres de zéro, tu t'attends pas à être hyper fort au bout de 12 mois, tu vois. Tu t'attends à être un débutant qui sait à peu près taper la balle. Alors que maintenant, avec tout ce qu'on peut retrouver sur les réseaux, tout comme dans l'aspect fitness, je dirais, tu as des gens, ça fait 20 ans, ils n'ont pas fait de sport, ils ont 20 kilos en trop, ils sont essoufflés quand ils montent les escaliers, et ils pensent qu'en 3 mois, ils vont pouvoir avoir le six-pack, un super cardio et tout ça, mais bon, ça prend un peu de temps. Et voilà, je dirais que les gens sont un peu trop dupes parfois de ce qu'il peut y avoir en marketing, et à l'inverse, certaines personnes ne croient pas en elles alors qu'il y a la possibilité qu'elles évoluent, mais ça revient à la devise que je disais tout à l'heure, c'est si elles croient qu'elles vont pas y arriver, bon, elles n'y arriveront pas dans tous les cas. Mais Ouais, mais ça, c'est un peu lié aussi à l'escalade marketing, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des offres qui se digitalisent de plus en plus, il faut se démarquer de la concurrence. Et donc, du coup, il y a des personnes qui parfois promettent des choses histoire d'attirer à elles un public. Comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour rester, tu vois, pour rester honnête dans sa démarche, tout en mm. essayant. Je te pose la question parce que je sais que voilà, tu lances parfois des défis 7 jours, etc. Comment est-ce que toi, tu trouves le juste milieu là-dedans? En même temps pour pas mentir aux gens, pour pas leur raconter des choses qu'ils vont pas pouvoir faire, et en même temps bah, pour avoir ce côté aussi marketing, parce que bah, tu as un business à gérer, etc. Ouais, bah déjà, moi je pars du principe que je mens jamais aux personnes, c'est-à-dire que je peux proposer par exemple un défi de 7 jours, mais c'est pour se mettre au yoga à la maison.
je vais pas dire en 7 jours, tu vas devenir expert au yoga, tu vois. Donc déjà, moi, mon message change pas. C'est juste que je vais essayer de rendre le plus, entre guillemets, accessible pour les personnes, comme par exemple leur proposer des fois des routines qu'elles peuvent faire en 10 minutes, etc. Mais attention, je vais pas dire en 10 minutes, ça va devenir des champions du monde. Juste, ça rend accessible et ça leur permet. En fait, le plus gros problème aujourd'hui, une fois, j'avais fait un sondage sur mon Instagram, il y avait plus de 50%, je crois que c'était 53%, un truc comme ça, des gens qui me suivaient. Et je leur disais, est-ce que vous faites des séances de yoga? Et non, ils font pas de yoga. Et alors que moi, je suis pas quelqu'un qui partage mon style de vie, je sais pas quoi, je partage juste du yoga et très très peu de choses personnelles. Et je me dis, mais putain, il y a ça, plus de 50% des gens qui me suivent, alors que je partage que du yoga, ils font même pas de yoga. Pourquoi vous me suivez, en fait? C'est Et pour c'est les parce que les motiver. gens, ouais, c'est ça, mais ils le font pas Oui, derrière. Et le du mettre coup, en le plus pratique. gros Ouais. problème que moi je vois chez les gens, c'est juste le fait de passer à l'action, de démarrer. À partir du moment où ils démarrent, après, tu as une roue positive. Donc voilà, après au niveau du marketing, je dirais, moi ce qui me dérange un petit peu, je vais te prendre un exemple. En ce moment, je suis en train de, alors je vais pas rentrer en détail, mais je suis en train de créer, on a un prochain projet qui arrive pour, on va dire, les personnes de plus de 55 ans, pour faire simple. Je ne vais pas dire encore sous quel format, mais en gros, on a un projet pour les jeunes seniors et seniors autour du yoga. Et en faisant des recherches un petit peu sur ce qui pouvait exister, je suis tombé sur des vidéos du style yoga 10 minutes sur chaise pour perdre tout le gras du ventre. Et genre, je vois la vidéo et t'as une prof de yoga, elle va juste dire, on inspire, on lève les mains, et puis on fait une petite torsion à droite, à gauche, tac, 10 minutes, c'est terminé. Et il y a strictement rien d'expliqué par rapport à la perte de gras, sur la séance, qu'il fasse la séance ou pas en termes de calories, grosso merdo, il n'y a rien qui change. Tu manges une miette de pain, tu perds plus tes calories, quoi. Et du coup, pour moi, c'est ça un peu qui est dérangeant parce que tu as plein de gens dans les commentaires qui disent, ah ouais, ça m'a fait du bien, etc. Donc, ils ont de l'espoir, on leur vend du faux espoir. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Après, pour moi, à partir du moment où tu es honnête, tu partages des retours de tes élèves, etc. Après, ça se sait parce que de toute façon, si tu vends un truc pourri, ça peut marcher sur un court terme, mais ça peut pas marcher sur plusieurs années, puisqu'après, ça va forcément au bout d'un moment se savoir. Tu penses que c'est un effet placebo ou ça peut vraiment leur avoir fait du bien? Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont tellement éloignées de la pratique physique que ça se trouve juste le fait de lever les bras et de faire des torsions, au final, ça va Alors, déjà la mettre active. ça peut faire du bien. Je dis pas le contraire. Ça peut faire, effectivement, ça fait du bien de faire des torsions, de s'étirer, de bouger un peu. Effectivement, ça fait du bien pour tout le monde. Je dis pas le contraire. Juste, c'est pas avec ça que tu vas perdre le gras de ton ventre, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Et puis aussi un truc, quand tu me parlais de comment on peut se démarquer, ce qui est assez marrant, c'est que moi j'ai tendance, par exemple, des fois à faire des contenus type en expliquant, voilà ce que souvent vous s'explique dans un cours de yoga. Ça marche pas parce que je donne une preuve scientifique ou anatomique de pourquoi ça marche pas, qui est issue à la base, vous faites ça à cause enfin, dans le yoga traditionnel, on vous propose de faire ça, etc. Et je ne blâme pas le yoga traditionnel. La seule chose que j'explique, c'est que bah, forcément, si on fait les mêmes postures qu'il y a 3000 ans, et à l'époque, bah, ils n'avaient pas les connaissances anatomiques qu'on a maintenant, bah, en fait, il y a des choses sur lesquelles on a appris, on s'est amélioré. Et le truc, c'est que bah, j'explique, voilà, ça va pas, voici ce qu'il faut faire à la place. Et à chaque fois que j'ai des gens qui sont rageux ou haineux, ou etc., dans les haters, très souvent, c'est des profs de yoga, des gens qui font du yoga depuis perpète d'années, etc., et qui finalement, ils sont enfermés avec leurs 4 élèves et il n'y a rien qui bouge. Et eux, ils n'y arriveront jamais, typiquement, parce que de toute façon, ils sont hyper fermés dans leur cosmos, ils supportent pas de pouvoir remettre en question des choses. Pour moi, c'est un exemple type de quelqu'un, il pourra jamais, il réussira jamais, en fait, tu vois, parce que au lieu de se dire, tiens, bah, ça me challenge dans mes connaissances, peut-être qu'il va falloir que je me forme plus, que je revoie certaines choses, ou alors que je réponde pourquoi il a tort, ou, tu vois, et moi je suis hyper ouvert à apprendre des nouvelles choses, à débattre, au contraire. Et ben, les gens tous ceux qui sont très fermés, pour moi c'est l'exemple type des gens qui avanceront pas, tu vois. Alors, dans le sport, quand on commence un sport, on peut mesurer le degré de force d'un élève, on peut mesurer son niveau Mhm. pour lui proposer des exercices qui vont être adaptés à son niveau et partir de là où il en est. Est-ce que dans le Mhm. yoga, si on veut commencer le yoga, c'est un peu pareil? Est-ce que toi, tu as des espèces de tests que tu fais passer à tes élèves pour savoir où ils en sont de leur souplesse, de leur force, pour ensuite leur proposer des programmes adaptés? Comment ça fonctionne? Alors c'est très intéressant cette question parce que ça permet de soulever un autre point sur lequel je vais d'abord répondre avant de répondre à ta question, c'est le point de la progression. Parce qu'en fait, effectivement, un des soucis majeurs que je retrouve dans le yoga,
c'est que il n'y a pas de progression. C'est-à-dire que quand on suit des cours collectifs, déjà, c'est impossible qu'il y ait une forme de progression. Les gens, ils arrivent, ils s'inscrivent, allez, cours mardi à 18h. Voilà, c'est tout, tu vois. Et puis des fois, il y a des cours à thème ou je sais pas quoi. Mais tu te retrouves avec plein de gens différents, tout le monde a des objectifs différents. Très souvent, malheureusement, les profs sont pas forcément non plus très avancés, donc ils savent même pas comment te faire progresser. Donc ça, c'est compliqué. Pour moi, un truc très très important, c'est de progresser parce que moi, mon approche, elle est beaucoup sur l'aspect corporel et physique. Et le truc, c'est que plus tu avances dans l'âge, plus tu perds en force, plus tu perds en masse musculaire, plus tu perds en souplesse, etc. Et faire du yoga juste pour faire un peu du bien, si tu prends ta courbe de forme qui avec l'âge, elle va chuter, en fait, si tu fais juste du yoga pour faire du bien, ça va chuter aussi. Tu vois, peut-être ça va chuter un peu plus lentement, mais ça va chuter quand même. Alors que si tu cherches à progresser en mobilité, en souplesse, en renforcement, etc., pour moi, ça va vraiment t'aider aussi dans ta longévité. Donc pour moi, la progressivité est essentielle. Et c'est pour ça que la programmation aussi est essentielle. C'est quelque chose qui est pas vu au yoga, puisque le yoga n'est pas un sport. Et du coup, les gens n'aiment pas qu'on parle de progression, etc. Euh, alors que moi, j'aime beaucoup parler de ça, justement. Et donc, pour tester, alors c'est très simple. Euh, déjà, en fonction de moi, quand les gens rejoignent ma méthode, alors en fonction de comment ils rejoignent la méthode, mais de manière simple, euh, on sonde leur niveau au démarrage. Alors, comment on va faire? C'est très simple. Parfois, par exemple, je peux faire une conférence qui s'adresse aux gens qui débutent le yoga, qui n'ont pas spécialement du coup enfin, qui n'ont pas d'expérience dans le yoga. Et dans tous les cas, ils vont passer par une base un peu commune où on va apprendre les bases, on va travailler globalement un petit peu la mobilité, le renforcement, etc. Et au bout d'un certain temps, en fait, on fait une sorte de point pour voir ensuite sur quoi on va spécialement évoluer. Mais on passe par, on va dire, un tour de base. Et après, pour des personnes qui sont déjà avancées, en fait, on leur pose certaines questions pour un petit peu savoir qu'est-ce qu'elles maîtrisent pas, sur quoi elles ont envie d'évoluer. Et c'est plus comme ça qu'on va se baser. Parce que si on faisait juste en termes de tests de force, de souplesse, etc., vu que le yoga c'est très complet, c'est quasiment impossible après. Ou alors il faudrait euh, vraiment passer énormément de temps avec chaque personne, etc. Et ça c'est très compliqué. Et donc on fait au mieux pour pouvoir personnaliser, disons, des chemins et voir en fonction de l'évolution des personnes. Est-ce qu'il y a des postures que tout le monde devrait connaître, devrait savoir faire pour sa santé? Alors, je dirais des postures obligatoires, non. Maintenant, il y a des postures qui sont pour moi plus efficaces que d'autres. Plus efficaces que d'autres dans le sens que, surtout quand on a peu de temps, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé dans mon premier livre, mon guide de yoga à la maison, où dedans je mets des postures par thématique, par besoin, etc. J'essaie de mettre les choses les plus efficaces et plus complètes pour les personnes. Par exemple, il y a une posture, si les auditeurs veulent chercher sur Internet, ils tapent Malasana, Malasana, ou alors vous pouvez taper squat yogique. C'est une posture très, très simple, entre guillemets. C'est juste comme si on faisait un squat en étant le plus bas possible. Et là, par exemple, pour moi, c'est une posture qui est très intéressante parce qu'elle va permettre de travailler euh, au niveau des différentes articulations du bas du corps, que ce soit la cheville, le genou, la hanche, et ça permet de tester un petit peu sa mobilité aussi du bas du corps. Pour moi, ça, par exemple, c'est une posture très efficace parce que si tu as très peu de temps, en vrai, si tu passes deux fois, 2 fois 1 minute par jour dans cette posture, déjà, tu vas prendre un peu soin de ton bas du corps, tu vois, de tout ton bas du corps d'un coup, plutôt que on pourrait avoir des résultats plus spécifiques, par exemple, juste pour les chevilles ou autre, juste pour les hanches, mais ça demande différentes postures. Donc, pour moi, il n'y a pas de posture essentielle. Maintenant, il existe certaines postures qui sont très efficaces et quelque chose que vous pouvez aussi chercher, très basique, c'est la salutation au soleil. Ça, c'est quelque chose de basique au yoga. Ça permet de travailler un petit peu tout le corps, que ce soit en termes de souplesse, de renforcement. Alors, c'est pas parfait. Moi, j'aime bien le modifier un petit peu, mais juste en cherchant salutation au soleil, ça vous donne un court enchaînement que vous pouvez faire et qui réveille un petit peu tout le corps, disons. Mais après, non, il n'y a pas de posture en soi essentielle. Tu as parlé tout à l'heure des problématiques que tu as eues à la main. À quel moment le yoga est arrivé dans dans ta réathlétisation, on va dire? Est-ce que du coup, ça a vraiment fait partie de ce moment où tu étais encore un petit peu malade et est-ce que ça t'a aidé à te guérir? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu as des personnes qui viennent à toi, qui ont des douleurs physiques, des blessures et qui souhaitent se remettre en forme via le yoga? Mhm. Ouais, alors, déjà pour la première question, pas vraiment. C'est-à-dire que, en fait,
C'est quand j'ai retrouvé l'usage de ma main que j'ai commencé à pouvoir refaire du sport et qu'après j'ai découvert le yoga. Donc j'avais perdu beaucoup de force, etc. Donc le yoga m'a en soi un peu aidé, mais ça m'a pas aidé spécialement en soi dans ma guérison. Et sur la deuxième question, alors euh, je je vais pas des gens qui vraiment ont des pathologies assez sévères, etc. qui viennent, je vais pas spécialement m'en occuper, ça demande trop de temps. J'ai pas spécialement le temps pour ça. Par contre, ça peut arriver que parmi mes élèves, il y en ait qui me disent ah, j'ai du temps, j'ai des douleurs, etc. Là, oui, j'ai même pu déjà, notamment, je pense à une de mes élèves qui est kiné que j'ai pu guérir. Donc, je trouve que j'aime bien prendre cet exemple, ça c'est rigolo. J'avais une kiné parmi mes élèves qui avait des problèmes à l'épaule depuis 10 ans. J'ai posté son témoignage. Si vous voulez regarder sur ma chaîne YouTube, vous tapez Sacha Yoga Laure, et c'est une kiné, et qui avait des problèmes à l'épaule depuis 10 ans. Elle a testé plein de trucs, etc. avec d'autres kinés. Rien marché. En seulement quelques semaines avec moi, on a travaillé un peu sa mobilité au niveau de l'épaule et tout, plus rien. Et du coup, oui, j'ai pu aider pas mal de personnes au niveau de leur tension. Voilà. Ouais, justement, c'était ma question suivante, c'était est-ce que tu bosses avec des kinés? Est-ce que du coup, tu peux intervenir en amont ou en aval d'une prise en charge par un kiné? Ouais, alors ce qui est intéressant très souvent, c'est que beaucoup de gens, quand ils commencent le yoga avec moi ou autre, ils voient régulièrement soit des ostéos, soit des kinés. Et souvent, après quelques semaines, slash mois, ils me disent, ah, bon, mon kiné, il est content, ça va mieux, ou mon ostéo, je vais moins l'avoir, elle est contente, elle a moins de tension, elle a moins de trucs à faire quand j'y vais. Donc oui, voilà. Après, je travaille pas en lien direct avec des kinés, ce serait trop compliqué. J'ai des élèves dans plein de pays, etc. Mais disons que oui, ça aide. Surtout au niveau des kinés. Alors, il y a des très bons kinés, mais il y a pour moi beaucoup de kinés qui sont très mauvais. Un petit peu comme beaucoup de profs de yoga qui sont très mauvais, tout simplement parce que des fois, enfin, le nombre de gens qui me disent, ah, je fais du kiné depuis 5 ans, un truc comme ça, et je dis, comment? Enfin, normalement, si tu vas chez le kiné, tu suis un protocole quelques semaines, et voilà, et t'as plus besoin du kiné. Euh, et, et voilà, je pense que malheureusement, il y en a beaucoup qui, soit c'est parce qu'ils veulent garder leur passion sur le long terme ou autre, mais bon, il y en a beaucoup pour moi qui finalement ne servent en gros à rien, quoi. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'élèves qui du coup ne font pas les exercices que le kiné donne, tu vois? Donc, c'est peut-être aussi un entre-deux. Après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, si ces personnes-là viennent chez toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, bah, elles vont plus faire tes exercices à toi que ceux du kiné? J'en sais rien. Est-ce que c'est peut-être la pratique qui leur parle le plus? Mais il y a peut-être aussi un ensemble de facteurs qui font qu'à un moment, et bah, effectivement, les séances de kiné vont servir à rien, quoi. Bah, en fait, si tu veux, alors oui, il y a sûrement plein d'élèves, effectivement, il y a ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais souligné, qui est intéressant. Peut-être il y a sûrement aussi des kinés qui sont bons, qui donnent des exercices à faire, que les gens ne font pas, et juste ils se reposent sur le fait d'aller chez le kiné, etc. Ça, c'est sûr, à 100%, il y en a. Et donc, dans ces cas-là, oui, pour moi, du coup, les kinés restent dans la case des bons kinés. Maintenant, tu as aussi plein de kinés qui donnent pas spécialement des exercices ou des trucs très généraux, ils donnent la même chose à tout le monde, sur quelqu'un a un truc à l'épaule, allez, vous faites tous pareil. Euh, ou, euh, ou alors ils donnent pas spécialement des exercices, mais tu sais, ils mettent juste un électrostimulation, un truc quand ils y vont, c'est tout. Et finalement, ça sert pas à grand chose. Ils leur donnent pas vraiment de conseils spécifiques. Et du coup, bah, les gens ne progressent pas et n'évoluent pas. Donc voilà. Après, il y a aussi un autre facteur, peut-être, j'en parlais avec un de mes invités il y a quelques semaines, Anthony, qui lui est coach et qui propose beaucoup de programmes à distance. Et en fait, c'est vrai que quand tu prends un programme en ligne, bah, tu sais d'emblée que tu vas devoir te bouger les fesses parce que du coup, la personne qui va t'accompagner, elle n'est pas avec toi physiquement et donc elle va s'attendre à ce que tu fasses des choses. Et c'est vrai qu'en présentiel, c'est le cas des kinés, ça peut être le cas des coachs, etc. Tu as plus tendance à te reposer aussi sur la personne que tu as en face de toi. Donc peut-être aussi que le fait de venir prendre une formation pour faire du yoga avec toi via Internet, peut-être que bah, du coup, tu vas plus forcément tomber sur des personnes qui sont motivées, qui ont vraiment envie de se bouger, quoi. Oui, peut-être, parce qu'après, dans tous les cas, effectivement, il faut regarder après au cas par cas, mais après, c'est généralement les gens, s'ils vont chez le kiné pour leur donner des exercices qu'ils ne les font pas, généralement, c'est pas des gens qui vont acheter un programme. S'ils achètent un programme, ils ne le feront pas non plus. Donc, tu vois, je pense que effectivement, ça dépend beaucoup de la motivation des gens. Après, je pense que le rôle de la manière dont se positionne le coach est importante. Bah, c'est quelque chose que j'explique aussi. J'ai fait d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai partagé un contenu comme ça pour mes élèves où je leur expliquais moi, mon rôle, c'est pas du tout d'être votre ami. Euh, Même si des fois vous avez des trucs à faire et tout, et que je vous demande de faire certaines choses, et en fait après vous m'aimez pas et tout, parce que ça vous saoule de le faire ou autre, ou ça tire un peu, ou peu importe.
bah tant pis, en fait. Moi, mon rôle, c'est pas d'être votre ami, c'est de vous amener des résultats et que vous puissiez progresser. Et il y a beaucoup de coachs qui se placent comme les bons potes, entre guillemets, des clients, des élèves, etc. Et finalement, surtout, encore plus, surtout en présentiel, où aller tous les dimanches, on a notre séance avec le coach machin, etc. Mais ils ont leurs clients pendant des années, ils les aident pas à évoluer. Donc après, il faut ça, faut aussi, tu vois, s'affirmer. Moi, quand j'avais des cours avant en présentiel avec des clients privés, etc., bah, je prenais des gens qui étaient motivés, qui, entre les séances, enfin, la fois d'après, ils me disaient, regarde, ça, j'ai essayé de faire, etc. Ils ont évolué, ils ont fait une recherche de progression. Parce que s'ils ne recherchent pas à progresser, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas d'être avec eux. Ça, je l'explique. Ça aussi, quand on parlait du marketing, ça, moi, j'explique clairement. Si vous voulez juste faire du yoga 15 minutes par semaine, histoire de dire que vous faites un peu de yoga, n'allez pas chez moi, ça ne sert à rien. Moi, je veux vous aider à progresser. Si vous voulez pas évoluer, bah, non. Moi, je veux pas être avec vous parce que ça m'intéresse pas. Et de toute façon, ça sera pas fait pour vous. Donc, je pense qu'à partir du moment où si tu es clair dans ton message, derrière, ça facilite les choses aussi. On a parlé tout à l'heure des blessures. Toi qui travailles à distance, comment est-ce que tu fais pour prévenir au maximum les blessures chez tes élèves? Est-ce que tu as des protocoles, des choses que tu leur dis? Si vous faites telle posture, faites attention. Si vous ressentez ça, c'est pas normal. Comment est-ce que tu t'y prends pour essayer de baliser ça au maximum? Mm. Alors, c'est très simple. J'ai quelque chose de très pratique et j'ai pu accompagner plus de 1700 personnes ces dernières années. Personne ne s'est jamais blessé, donc je pense que ça fonctionne bien comparé à plein de gens en présentiel qui se blessent. C'est j'explique la manière et quelque chose de manière très simple. On peut diviser on va dire la manière d'aborder le yoga d'un point de vue physique en deux parties. Première partie, c'est tout ce qui va être le yoga traditionnel. Justement, j'en reviens, où les gens qui sont pas très bien formés, etc. C'est enfin, selon moi, c'est de chercher une posture parfaite. C'est-à-dire que tu prends l'anatomie d'une posture, tu la vois dans un livre, tu veux que les élèves fassent pareil, donc tu leur dis, tu donnes des consignes, que ce soit en ligne ou si c'est en présentiel. Mais en fait, souvent, c'est même encore pire parce qu'ils vont venir te replacer pour que tu sois parfaitement dans la posture, etc. En ligne, ça va être, ils vont donner des conseils, non, il faut absolument que ce soit aligné de telle manière, etc. Là-dedans, les gens, très souvent, j'en ai récupéré plein qui se sont fait mal. Ça peut être même avec des cours privés, etc. Là, ils se font mal. À l'inverse, moi, même si on est en ligne, on n'est pas en direct, les cours ils sont préenregistrés, etc. Les gens se font pas mal parce que j'enseigne pas sur tu dois faire une posture parfaite, mais j'enseigne sur tu dois faire une posture parfaite pour toi. Donc, j'enseigne à la sensation. Donc, on va prendre un geste très très simple. C'est imaginons qu'on cherche à faire un étirement. Et ceux qui sont en audio, tant pis, il faudra aller voir la vidéo. Si vous voulez faire imaginons qu'on cherche un étirement au niveau du triceps, l'arrière du bras. Eh bien, au lieu de vous dire placez la main derrière et il faut absolument aligner votre coude par rapport, je sais pas, au sommet du crâne, etc. Et je vous force à être de cette manière. Et si vous n'êtes pas comme ça, je viens, je vous bouge, etc. Et ben, le souci, c'est que en cherchant quelque chose de parfait sur le papier visuellement, soit ça peut ne pas être adapté pour vous, c'est-à-dire peut-être que vous allez pas sentir grand-chose, soit ça va être beaucoup trop intense pour vous, vous pouvez vous faire mal. Alors que, à l'inverse de vous placer d'une manière spécifique, si je vous dis on se place ici, il faut ressentir un étirement dans l'arrière de votre bras, et donc pour ça, vous pouvez bouger un petit peu, essayer de trouver l'endroit où ça tire pour vous, mais ça fait pas mal, je sens que ça tire. Eh bien, en fait, de cette manière-là, peut-être que moi je vais être là, peut-être vous allez être là, ou peut-être là, peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est que vous allez sentir l'endroit où ça étire, où c'est bon pour vous. Et donc, à partir du moment où on ne recherche pas quelque chose de parfait, mais moi je guide sur une sensation que vous êtes censé ressentir, bah en fait, c'est vous votre propre prof, c'est vos sensations, donc vous n'allez pas vous faire mal. Et c'est comme ça que moi ça marche et que les gens ne se font pas mal, c'est que je les guide sur une sensation, et vu qu'on est sur une sensation de non-douleur, bah tu vas pas te faire mal, donc tu vas pas te blesser. À l'inverse de si on recherche une posture parfaite, théoriquement sur le papier, bah, on a tous des corps différents, un côté un peu plus fort, un peu plus souple, un peu plus long, peu importe. Et du coup, à la longue, tu vas finir par te faire mal si on veut que tout le monde soit identique. Qui dit progression et recherche de progression dit objectif. Toi, quels sont Mm. tes objectifs en ce moment, que ce soit en yoga ou dans la vie en général? Oula, c'est large. Alors, je dirais que en, en yoga, il y a peut-être, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, je dirais que, on va dire que j'ai atteint un niveau où je maîtrise physiquement peut-être 99% des postures, on va dire. Ce qui fait que si je voulais chercher le 1% des postures qui me manquent, ça serait extrêmement difficile. Ça me demanderait un travail énorme, des heures et des heures chaque jour, parce qu'on arrive, on va dire, comme un sportif de haut niveau où ça demande énormément de différence pour gagner genre quelques secondes sur ton marathon ou autre. Donc, à travers ma pratique du yoga,
Mon but, c'est surtout de maintenir ma forme actuelle, peut-être m'évoluer un petit peu, mais elle continue à progresser, mais lentement parce que je maîtrise à peu près tout, disons, d'un point de vue physique. Après, euh, voilà, je sais plus, je maintiens mon niveau à travers ma pratique du yoga. Et après, écoute, en objectif de vie, je dirais être le plus serein, continuer à essayer d'être le plus serein et heureux possible, c'est déjà pas mal. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Peut-être deux leçons à partager. La première, c'est j'ai remarqué que, en tout cas, selon moi, les personnes que je trouve les plus intéressantes, ouais, les plus intéressantes globalement, peu importe leur sujet, c'est souvent des gens qui bah, ont des passions, des gens qui osent sortir un petit peu de leur zone de confort, qui voyagent, qui explorent des nouvelles choses et qui restent pas enfermés 50 ans dans leur village, dans la même maison avec une même routine sans jamais tester. Donc moi, je crois beaucoup au fait de tester des choses et expérimenter des choses pour trouver ce qui nous plaît et être heureux. Ça, c'est un premier point. Et je trouve très souvent les gens qui ont tendance à être aigris, fermés, etc., c'est des gens qui s'ouvrent pas spécialement à des nouvelles expériences ou autres. Et l'autre point par rapport à ça, j'ai appris d'une certaine manière à aimer un petit peu les coups durs de la vie, dans le sens que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est dans un moment difficile, quand on a un moment très dur dans la vie, c'est là qu'on voit vraiment, dans son entourage, par exemple, quelle personne est vraiment là pour toi, enfin, qu'est-ce qui compte vraiment, qui est là vraiment. Et je trouve que, ça m'a appris à me dire que des fois, quand tu as un moment dur dans la vie, tu peux finalement le tourner en positif pour derrière, quand ça évolue, pouvoir faire une sorte de tri dans ta vie et, et garder que ce qui te tire vers le haut, quoi, tout simplement. Super, merci Sacha, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui et à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.